L'argent, la thune, la moula, le flouze, cette merveilleuse chose qui tient nos business à flot ou qui casse tout par sa présence et son absence. Disons-le dès le début de cet épisode, l'argent, ce n'est pas simple comme sujet. On a tous et toutes un héritage différent qui concerne ce sujet de l'argent. Et nos jugements, nos croyances, nos réactions émotionnelles face aux différences et dimensions financières de nos vies, de nos entreprises, ce sont des choses qui sont variées et riches et très diverses. Personne n'a exactement la même relation à l'argent que d'autres personnes. Par contre, ce qui nous relie tous et toutes, c'est qu'à mon sens, nous devons tous et toutes, à un moment donné, faire face au fait de gérer des sujets d'argent. On fait nos budgets personnels, on fait nos prévisionnels financiers pour l'entreprise, on décide de ses tarifs, de son salaire. Et dans cet épisode, j'aimerais qu'on explore un peu cet enjeu clé de l'argent qui est présent dans le quotidien de toutes nos entreprises. Personne n'y échappe. Et dans mon cas personnel, pendant longtemps, la gestion financière, ça a été un des gros points noirs de mon aventure entrepreneuriale parce que je n'accordais tout simplement aucun intérêt à ce sujet. Et c'est simple, le point culminant de ma gestion, entre guillemets, entre énormes guillemets, parce que je ne pense pas qu'on puisse appeler vraiment ça de la gestion, c'est que je regardais mon compte bancaire et s'il y avait de l'argent sur mon compte, alors je me disais, ça va, tout va bien. Et je prenais des décisions de manière, du coup, totalement hasardeuse, simplement en un coup d'œil sur mon compte. Je prends mon téléphone, je regarde mon compte bancaire, ok, c'est bon, je peux faire cet investissement, je peux faire cet achat, patati patata. Et ce mode de fonctionnement-là, qui peut-être te parle, je sais que c'est le mode de fonctionnement de beaucoup de personnes, en fait, il a duré des années. Non sans complications, bien sûr, mais à chaque fois que j'étais dans une situation pas évidente, j'avais un réflexe simple, c'était pas le réflexe de me dire la manière de gérer l'argent est problématique dans mon entreprise, je me disais juste, bon, faut que j'aille vendre un truc. Et je crois que j'ai eu de la chance parce que mon incompétence totale de gestion financière, pendant longtemps, elle a été comblée par ma facilité à vendre mes compétences et ma personne. C'est-à-dire que les décisions de gestion financière pas forcément pertinentes que je prenais, j'arrivais à les combler parce que j'arrivais à vendre quelque chose et vendre quelque chose et vendre quelque chose. Et d'ailleurs, j'avais la discussion récemment avec une des abonnées à ce podcast et à mon compte Instagram qui me disait qu'elle aussi, dès qu'elle voyait que son compte bancaire diminuait ou qu'il n'y avait plus beaucoup d'argent, elle se demandait qui est-ce que je peux relancer qui n'a pas encore payé ma facture ou à qui je peux vendre quelque chose. Ma croyance à l'époque, quand je fonctionnais comme ça, c'était une croyance qui disait quelque chose de l'ordre de si je deviens hyper doué pour vendre beaucoup et vendre cher, alors j'aurais pas besoin de gérer ce qui se passe après. Alors évidemment, c'était pas du tout une bonne manière d'approcher le sujet. Heureusement pour moi que mes croyances ont évolué depuis, mais c'était ça l'état des choses à l'époque. Et en faisant un travail sur ma relation à l'argent, parce que ça pareil, c'est un travail fascinant d'aller explorer sa relation à ce sujet de l'argent, en fait j'ai compris que mon imaginaire de pour m'en sortir avec l'argent, je dois apprendre à vendre beaucoup et cher, en fait ça prenait racine dans mon enfance et dans des moments où j'ai souvent entendu mes parents débattre du fait qu'ils pouvaient ou non se permettre d'acheter telle ou telle chose. Un exemple qui me vient en tête, un des premiers exemples qui m'est apparu dans ce travail de relation à l'argent, c'est des moments où je voulais une nouvelle paire de crampons de foot. Je jouais au foot dans un club amateur à l'époque. Et chaque année, il y avait ce truc de les nouveaux crampons qui viennent de sortir, qu'on a envie d'acheter en tant qu'enfant parce qu'on a envie d'être admiré par les autres pour ça. Donc chaque année, je voulais une nouvelle paire de crampons pour la nouvelle saison dans mon club de foot. Et mes parents, il y avait ce grand débat. Et une fois, je me souviens avoir fait une crise dans le magasin pour essayer de faire en sorte que mes parents l'achètent. Mais ils avaient tout le temps une discussion de est-ce qu'on a les moyens d'eux, etc. Bref, j'ai grandi dans un environnement où il fallait absolument compter. Et je pense donc que mon idéal sur l'argent s'est construit en opposition à ça, avec une définition de la richesse du genre être riche, ça veut dire ne pas compter. Et donc, dès que j'ai commencé à facturer avec mon entreprise, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de compter. Dès le moment où je faisais rentrer 1000, 2000, 3000 euros sur mon compte bancaire tous les mois grâce à mon activité freelance, je me suis dit, voilà, si je veux incarner la définition de la richesse que je cherche, je vais arrêter de compter.
Et en écrivant cette phrase, je me rends vraiment compte, parce que je l'ai écrit à ce moment-là dans mon carnet, je me suis rendu compte que j'avais arrêté en fait de compter bien avant ça et que c'était problématique. Parce que quand je suis arrivé à Paris, j'avais un emprunt pour ma vie d'étudiant à Paris. Mes parents ne pouvaient pas payer la vie étudiante à Paris. Et du coup, dès ce moment où j'avais cet emprunt, c'est là où j'ai arrêté de compter en réalité. Je me suis rendu compte parce que l'argent de l'emprunt, il était parti beaucoup, beaucoup plus vite que ce que j'aurais aimé. Donc j'ai reçu l'argent sur mon compte bancaire pour ce prêt étudiant, tout d'un coup d'ailleurs. Et ça, c'est un truc assez étrange. La première fois qu'on reçoit une énorme somme, c'était 20 000 euros que j'avais emprunté pour arriver à Paris, payer mes études, payer ma vie là-bas. Et je crois qu'en un peu moins de 18 mois, d'après mes souvenirs, ils sont peut-être pas parfaits, mais un peu moins de 18 mois, cet argent avait été écoulé. J'avais un revenu de mon alternance. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé, mais cet argent est parti très vite, très tôt. Et d'ailleurs, j'ai aucune idée de comment j'ai fait pour dépenser tout cet argent à l'époque. Et c'est normal que j'ai aucune idée parce que j'ai pas compté. Et c'est que jusqu'à très récemment que j'ai commencé à faire un budget, à réfléchir à qu'est-ce que je veux dépenser de manière consciente. Je ne mettais aucune conscience là-dessus avant. Et ouais, donc ça, c'est à peu près depuis environ 2 ans, je pense, que j'ai enfilé un vrai habit de gestionnaire d'argent. Notamment dans le cas de mon entreprise, où j'ai enfilé un habit ou une casquette de gestionnaire d'entreprise. Et donc, grâce à cette démarche consciente de ma part de développer ces compétences, petit à petit, j'ai appris à beaucoup mieux gérer les finances de mon entreprise, mais aussi de ma vie personnelle. Et je vois clairement à quel point ça m'aurait été d'un soutien absolument incroyable par le passé. Donc, ce que je voulais faire dans ce podcast, c'est de vous partager quelques éléments que je peux transmettre à ce sujet-là, sur la gestion des finances d'entreprise et la gestion des finances perso, parce que l'une découle forcément de l'autre. Et la première chose, je l'ai mentionné plus tôt, c'est que regarder son compte bancaire, ça ne suffit absolument pas. Parce que le montant dans notre compte bancaire, pro ou perso d'ailleurs, à un instant T, ça ne représente absolument pas l'état de santé financière de notre entreprise ou de notre personne. En fait, c'est comme si on prenait une photo d'une rivière et on se disait ça c'est l'état de la rivière, alors qu'on nommait complètement le fait que l'eau de la rivière elle coule en permanence de l'aval à l'amont, non de l'amont à l'aval et que du coup ça change tout le temps. En fait, l'eau est en constante passage d'un endroit à l'autre. Et l'argent c'est pareil qu'une rivière, l'argent est un flux. Ton compte bancaire c'est seulement la capture d'écran de ce flux à un instant T, mais cet argent il n'est pas stationnaire, il est en train d'aller d'un endroit, le compte de tes clients qui te règlent des factures, et aller vers un autre endroit, là où toi tu utilises cet argent pour financer par exemple ton loyer, ou rembourser un prêt, ou te nourrir, etc., etc. Et donc ce qui compte bien plus que la capture d'écran, le chiffre que tu vois dans ton compte bancaire, c'est le différentiel entre le flux entrant et le flux sortant sur une période donnée. Et ça, tu peux par exemple le calculer sur un mois ou sur une semaine, ou sur un trimestre, ça dépend des formats de ton entreprise. Moi, je le fais sur un mois. Et je me demande toujours, plutôt que combien il y a d'argent sur mon compte, dans ma trésorerie, je me demande combien d'argent va rentrer sur les 30 prochains jours et combien d'argent va sortir. Et du coup, l'enjeu, c'est d'optimiser au maximum ce chiffre-là, qui est le différentiel entre combien rentre, combien sort. S'il y a plus qui rentre que ce qui sort, a priori, du coup, t'es en marge positive, t'es rentable. S'il y a plus qui sort que ce qui rentre, ça va être problématique. Donc, l'idée, c'est de regarder ce différentiel et essayer d'optimiser le fait que ça rentre plus vite et que ça sorte moins vite. Dans le jargon comptable, c'est ce qu'on appelle un BFR, un besoin en fonds de roulement. Donc, le but, c'est qu'il y ait un maximum qui rentre et un minimum qui sorte, grosso modo. Donc, je reprends ce truc. On veut mesurer ce qui rentre en un mois et ce qui sort. Si la différence entre ces deux est positive et que ça reste positif, petit à petit, tu te construis une sorte de trésorerie de sécurité qui te permet d'aspirer les coups durs et de temps en temps pouvoir sortir un peu plus d'argent que ce qui rentre pour financer des projets spécifiques. Donc ce que tu veux, c'est accumuler cette espèce de trésorerie de sécurité et optimiser non pas ce qu'il y a sur ton compte bancaire à un instant T, mais la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. On pourrait appeler ça la marge chaque mois
et du coup sur l'année. Donc ça, c'est la première chose. Arrête de regarder ton compte bancaire, mesure le flux sur ton compte bancaire. Un autre point que j'avais envie d'aborder, que je vois être problématique pour moi et pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est la tendance à se rémunérer en dernier. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en moi, notamment depuis que j'ai une équipe, qu'on travaille à plusieurs, que je paye des salaires ou des charges pour des freelances qui rejoignent l'équipe. C'est que j'ai ce réflexe de me rémunérer en dernier. C'est des gens dont j'ai quelque part un peu la responsabilité, en tout cas c'est ce que je me raconte. Et donc, il y a une partie de moi qui veut prendre soin des gens en premier et de moi en dernier. Et du coup, je paye les autres en premier et moi en dernier. Mais sans avoir besoin d'une équipe, je vois énormément de freelances qui font ça aussi. Des personnes qui investissent dans des coachings, dans des formations, dans des outils, alors qu'elles se sont jamais versées un seul euro de salaire avec leur entreprise. Alors que le but de ta boîte, avant tout, avant de te permettre de te payer des coachings, des outils, des machins, du matos, etc., c'est de te permettre de générer les revenus dont tu as besoin pour vivre. Et clairement, je vois à quel point la relation à l'argent de certaines personnes influence ce genre de décision. Par exemple, j'ai des clients dans nos coachings qui accumulent et accumulent et accumulent de la trésorerie. Par exemple, je pense à quelqu'un spécifiquement qui a 50 000 euros dans sa trésorerie et qui est entrepreneur depuis plusieurs années d'ailleurs et qui a toujours été flippé de se verser un salaire. Et genre, se verser un salaire, c'est un énorme truc difficile. Et donc, elle a vécu une partie sur le chômage, puis sur son épargne, etc. Alors que son entreprise, elle a de la trésorerie. Et elle l'utilise pour investir dans différentes choses, genre des accompagnements, avant même de se verser un seul euro de chiffre d'affaires, un seul euro de salaire. Donc, encore une fois, prenons le réflexe de prioriser notre santé mentale et santé physique et notre capacité à vivre. Ça passe par le fait de se payer en premier. Et je veux prendre un instant à cet endroit-là du podcast aussi pour parler de ce truc de scaler sa boîte, toucher des nouveaux horizons plus grands, créer des formations en ligne par exemple, etc. Ne cherchez pas à scaler ou je ne sais quoi d'autre avant de pouvoir simplement payer vos courses avec votre boîte. Le but, c'est pas de grossir très vite pour tout d'un coup pouvoir se payer un salaire de 3 000 balles ou 4 000 balles ou 5 000 balles ou 10 000 balles, j'en sais rien, et de souffrir en attendant. Si vous commencez par vous donner un salaire de 500 euros, puis on monte à 1 000 euros, puis on monte à 2 000 euros, c'est déjà incroyable. Et en fait, c'est presque si évident à dire que ça me semble bête, mais pourtant, je vois vraiment à quel point c'est quelque chose qui fait partie de la vie de beaucoup de freelances, d'indépendants, d'entrepreneurs, qui attendent beaucoup trop longtemps avant de commencer à se payer leur premier salaire, quoi. Et encore une fois, je le répète, j'ai des clients qui ont des dizaines de milliers d'euros de trésorerie et elles n'ont jamais utilisé cette trésorerie pour se payer un salaire et se payer leur travail. Si tu dois sacrifier ta propre rémunération pour que ton entreprise soit rentable, c'est qu'il y a un problème. Ou même, si tu sacrifies ta propre rémunération pour payer je ne sais quel coaching ou truc qui te fait des promesses sur la lune de tu vas exploser et ainsi de suite, en fait, la seule chose que tu fais, c'est t'exploiter toi-même pour donner de l'argent aux autres. Et malheureusement, je sais à quel point notre écosystème entrepreneuriat, coaching, machin truc, éducation, business, malheureusement, peut souvent faire ça. Il y a beaucoup de freelances qui ne sont que exploiter pour que l'argent qu'elle génère reaille vers des coachs avec, je pense, une très mauvaise déontologie, et d'ailleurs qui ne sont pas vraiment des coachs, qui exploitent ce genre de choses en disant « il faut réinvestir sur toi, si tu n'investis pas, tu gagneras rien, etc., etc. » Non, le premier but de ta boîte, c'est de te payer, c'est que tu sois rentable pour toi et que tu puisses financer ta vie. Après, si tu crées plus de marge, tu pourras aller payer autre chose. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre dans tout ça ? Il y a un autre type de calcul, donc on a déjà parlé de mesurer ce qui rentre et ce qui sort et optimiser la différence entre les deux. Mais il y a un autre calcul que je vois très peu de freelance prendre le temps de faire, parce que ça fait peur notamment, mais c'est le calcul de la rentabilité. Et je ne compte plus le nombre de personnes qu'on a accompagnées dans nos programmes, dans nos séminaires, dans nos formations, qui même après des années d'entrepreneuriat, des fois à 5, 10, 15 ans, elles n'ont jamais pris le temps de se poser avec une calculette, une feuille ou un fichier Excel pour calculer la rentabilité de leur business model. Je comprends, c'est un exercice qui fait peur.
Et du coup, comme ça fait peur et c'est inconfortable, on peut avoir cette tendance à mettre la tête dans le sable et pas avancer dessus et ne pas regarder et à juste avancer dans son business comme si de rien n'était. Mais, et encore une fois, je parle en connaissance de cause, c'est un cas que j'ai eu en coaching individuel 15 ans après. Donc c'était une personne, ça fait 15 ans qu'elle est à son compte. On a fait l'exercice de calcul de rentabilité pendant notre coaching et elle s'est rendue compte, après 15 ans de développement business, que la seule manière pour qu'elle puisse vivre de son activité, la seule manière dont c'est rentable et qu'elle puisse se débarrasser, pas se débarrasser, mais se dégager un salaire, un chiffre d'affaires en premier, puis un salaire pertinent, c'était de bosser 6 jours sur 7. Donc tout son business model, comme elle n'avait pas le calculé, était basé sur le fait que je dois travailler 6 jours sur 7 pour que ça marche. Donc ça, quand ça c'est la réalité, c'est pas étonnant que beaucoup de freelances, beaucoup d'entrepreneurs soient épuisés. Parce qu'en fait, de base, leur business model n'est pas viable. Donc s'il vous plaît, s'il y a une seule chose que vous faites après avoir écouté ce podcast, c'est calculer votre rentabilité de business model. Donc voilà comment on fait, reprenons les bases. On va commencer par calculer le niveau de revenu dont on a besoin pour vivre. Et ce que je t'invite à faire pour ça, c'est séparer ce dont tu as besoin pour survivre et ce que tu as besoin pour prendre du plaisir. Et ensuite, tu pourras calculer ce que tu as besoin pour épargner, créer un matelas de sécurité, voire même investir derrière, mais commencer par survivre et kiffer, donc vivre. Donc tu prends ce niveau de revenu de base dont tu as besoin, imaginons c'est 1 500 €, 2 000 €. Tu divises ça par le nombre de jours que tu vas pouvoir réellement facturer dans un mois. Donc petit rappel, tu ne vas pas travailler 30 jours dans un mois, c'est faux. Tu ne vas pas facturer 30 jours dans un mois, c'est faux. Et un bon moyen mnémotechnique, c'est de se dire, OK, il y a un nombre de jours travaillés, je le divise par 3. Un tiers, c'est pour gérer juste l'administratif de la boîte, faire la compta, etc., etc. Un tiers, c'est pour développer mon business, donc faire vos actions marketing, communication, tous ces trucs-là, réseautage. Et un tiers, c'est pour les clients. Donc on va dire, globalement, sur un mois, peut-être tu vas facturer 10 jours. Et ça, ce calcul-là, donc ton revenu idéal divisé par le nombre de jours facturés, donc 10 jours en moyenne, ça va te donner ton taux journalier minimum que tu dois atteindre avec tes offres. Je te donne un exemple pour que tu puisses bien comprendre. Si tu as besoin de te verser 2 000 € par mois avec ta boîte pour vivre et que tu peux facturer 10 jours max par mois, grosso merdo, tu dois gagner au moins 200 € par jour de travail. Et dans ce calcul, pour simplifier les choses, je n'ai pas pris en compte les charges, l'URSSAF, etc. Donc en réalité, c'est plus, mais ça te donne une base. Donc si tu es dans ce cas et que tu dois générer au moins 200 € par jour de travail et facturer au moins 10 dans un mois, ça te permet de calculer un peu tes tarifs, est-ce que tu es rentable, etc. Donc dans ce cas, si tu fais une offre que tu vends à 200 €, mais que ça te prend 2 jours pour délivrer l'offre, en fait, tu n'es pas rentable. Et tu ne le seras jamais vraiment, parce que ça dépend du fait de travailler beaucoup plus que ce qui est possible pour que tu puisses te dégager un chiffre d'affaires. Et là, vraiment, j'insiste, je simplifie le trait exprès pour faire passer cette idée en 3 lignes. Il y a de la complexité là-dedans parce que peut-être que ton modèle, tu ne factures pas à la journée ou à l'heure, donc tu fais autrement. Mais ça permet de rapporter des calculs pour se dire, OK, en une journée de travail effectif, je dois générer tant de chiffre d'affaires. Si je suis en dessous, il y a un problème de business model, il faut que je corrige. Donc prenez le temps de calculer ça, s'il vous plaît, c'est la base de tout. Et là, j'ai donné 3 points. Peut-être qu'en écoutant, tu te dis « Ouais, c'est trop bien, je vais pouvoir faire tout ça et c'est beaucoup d'infos. » Et oui, c'est beaucoup d'infos si tu n'as jamais creusé la chose. Et en même temps, je n'ai fait qu'égratigner la surface de tout ce que je pourrais dire sur l'argent, de tout ce que je pourrais dire sur la gestion financière d'une entreprise, parce que c'est un sujet, comme je l'ai dit au tout début, infiniment complet et infiniment complexe. J'ai pas encore parlé, par exemple, du fait que certains business comme le mien, en fait, ils sont pas linéaires d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre, ils sont saisonniers. Et donc cette saisonnalité, on doit aussi la prendre en compte, parce que des fois, notre chiffre d'affaires, il va varier du simple au triple. Prenons un exemple, un business basé sur le tourisme. Si tu as un restaurant en bord de mer, l'été, tu vas faire l'immense majorité de ton chiffre d'affaires et il faut que tout ce chiffre d'affaires, tu puisses ensuite bien l'étaler, le lisser pour toutes les charges des mois dans les périodes plus creuses.
Donc il faut trouver l'équilibre là-dessus et c'est encore une complexité un peu plus poussée si tu es dans cette réalité que si tu as un business linéaire de mois en mois. D'ailleurs, est-ce que ça existe un business linéaire de mois en mois ? Je ne suis pas sûr, mais on a des saisonnalités plus ou moins différentes. Et d'ailleurs, ce début d'année, je n'ai pas super bien géré cette dimension-là. Parce que, voilà, moi, mon business, il est saisonnier. En tout cas, il y a une saisonnalité dedans. Et en début d'année, les mois de janvier, février, mars, c'est toujours plus compliqué que la fin de l'année. Et là, par exemple, on est en 2024 quand j'enregistre cet épisode. J'ai fait des conneries de gestion de trésorerie, j'ai pas bien géré la chose. Et donc, à un moment donné, j'ai dû me payer mon salaire en plusieurs fois. Donc, j'ai dû répartir sur un mois parce que l'argent qui arrivait sur un mois, nous, on a des versements qui arrivent en fin de semaine, chaque semaine. Ben, c'était pas étalé comme il faut pour moi entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et donc, j'ai dû me verser mon salaire en plusieurs fois, 500 € par 500 €. Comme quoi, même quand on sait ce qu'on fait, parce que maintenant, aujourd'hui, je considère que je sais vraiment ce que je fais sur la gestion financière de ma boîte, ce qui n'était pas le cas à l'époque, on n'est jamais à l'abri d'une erreur de gestion. Et c'est tout le jeu de l'entrepreneuriat, je crois, et tout le jeu de la gestion financière en plus. On joue avec l'incertitude, on essaie de trouver des solutions, on essaie de rebondir du mieux qu'on puisse par rapport à la réalité du moment. J'espère que cet épisode un peu plus technique t'a plu. Je suis rentré un peu plus concrètement dans quoi faire, des exercices, etc. sur ce sujet. Si jamais ça t'a plu, la meilleure manière de me le faire savoir, c'est de partager cet épisode quelque part sur tes réseaux et ou de mettre une note de 5 étoiles au podcast. Ce qui nous aide le plus, c'est vraiment ça, de mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify en fonction de où t'écoutes. Ou si tu es sur YouTube, de mettre un commentaire. Parce que ça attire du monde qui nous écoute. Plus on a du monde qui nous écoute, plus je peux investir dans ce podcast et faire en sorte qu'on ait des meilleurs invités, que je fasse des épisodes solo plus approfondis parce que j'ai plus le temps de travailler dessus. Donc s'il y a une chose que tu peux faire pour nous aider, petite note de 5 étoiles, partager ça sur les réseaux et mettre un commentaire sur YouTube si tu es sur YouTube. Merci pour ton écoute. Va calculer ta rentabilité. Exercice le plus important que tu peux faire après ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Bye bye.